Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et aussi qui parle des histoires inspirantes. Qui est notre invité aujourd'hui, Daniel? OK. Premièrement, je dois te dire que cet invité, je l'ai rencontré lors d'une activité de réseautage. Puis, il a été littéralement mon coup de cœur. On a eu une super conversation. Il s'appelle Sébastien Dallaire de SD Maintenance, une entreprise de services d'entretien ménager commercial partout au Québec. En fait, c'est un jeune entrepreneur avec son équipe qui prône l'entreprise libérée. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Bonjour. Merci. C'est mon plaisir, vraiment. Merci de m'inviter. Première question, je sais que tu es un jeune entrepreneur puis tu as commencé jeune également. Peux-tu nous en dire davantage? À quel âge tu as commencé l'entrepreneuriat? Oui, première expérience à 17 ans. À 17 Wow. ans, j'ai... je pense que ça fait longtemps là, que j'ai la fibre, peut-être pas entrepreneuriale, mais au niveau business. Là, depuis que je suis plus jeune que je me souviens, je disais à mes parents que j'allais être en affaires, puis j'allais être mon propre boss. Puis ma première affaire qui me vient en tête quand je pense au plus jeune, c'était que je voulais être gérant chez McDo. Ça a été ça, c'était ma première affaire. Probablement un mélange de gestion, mais surtout parce que le McDo était gratuit. C'est ça, je me souviens à ce temps-là. Mais à 17 ans, je jouais au football. Puis, Secondaire 5, ça veut dire? Ou... Oui, exactement. Ouais, secondaire 5, mais puis oui, c'est là que j'ai commencé. Puis on achetait, nous autres, nos souliers, nos gants. On achetait ça au petit magasin au Saguenay, mais il n'y avait pas grand-chose. Fait que la place qu'on pouvait acheter, c'était vraiment en ligne. Puis j'avais l'idée, j'ai dit, je vais acheter en ligne, puis je vais vendre ça à du monde. Puis dans ce temps-là, Amazon n'existait pas, puis le monde était bien frileux d'acheter en ligne. Fait que c'était comme une opportunité, finalement, de dire, regarde, aux parents de mes amis, inquiétez-vous pas, je m'en occupe. Mais c'est ma mère, dans le fond, qui est copée, parce que c'est elle qui, je mettais tout sur sa carte de crédit. J'avais pas de carte de crédit à ce moment-là. Fait que moi, première expérience pendant 2 ans dans la vente de stock de football. Okay. Tu faisais-tu une marge de profit ou... C'est ça l'affaire. C'est pour ça que ça a duré juste 2 ans. C'est que je voulais pas vendre trop cher. Fait que là, je faisais de l'argent sur le shipping. En bout de ligne, ce que ça faisait, c'est que ça me payait une paire de spikes gratuites par année, puis une paire de gants. Mais j'ai vraiment eu du fun. Puis j'ai encore beaucoup de monde de mon entourage qui se souvient de ça. J'avais aménagé le garage. J'avais mon logo. Vraiment, j'avais investi. Attends, t'avais ton logo? Ah oui, j'avais Football 02, que ça s'appelait. OK. Ouais, Football 02. Puis non, écoute, j'avais fait faire, je me souviens, on avait des sleeves à manches courtes, puis avec le logo, puis le logo de l'équipe. Puis non, j'étais parti, là, j'avais bien du fun. Mais quand je recevais le stock, là, je me souviens, mon ex à ce moment-là m'aidait, puis on avait le salon au complet là, de boîtes, puis je connaissais bien le gars de Pure Leader, puis ça roulait. J'ai fait à peu près 40 000 de ventes là, Quand même. Ouais, un an et demi, puis c'est ça. Ma sous-question en lien avec ça, c'est est-ce que tu étais né dans un milieu entrepreneur? Non, pas du tout. 2 parapoliciers, moi. Ouais. OK. 2 parapoliciers. Non, puis en fait, justement, ça a été challengeant pour eux tout au long... je veux dire tout au long de pas de ma carrière, mais au début, là, surtout. Mon père, je me souviens, ma deuxième expérience entrepreneuriale est arrivée peut-être un an après, exactement, là, autour de la début vingtaine. Puis moi, je travaillais dans les bars, je travaillais dans les restos aussi à ces moments-là. Au Saguenay, hein? Exactement. Et je me souviens quand j'ai eu l'opportunité avec la peinture étudiante, parce que c'était mon deuxième expérience, qualité étudiant, j'étais arrivé chez nous, puis j'étais arrivé avec une pile de papier. Dans le fond, c'était la convention de franchise que je venais de signer. Puis là, je disais à mon père, j'arrive aussi avec 2 sauts de chez Morse. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'en vais en formation en fin de semaine à Montréal. Il dit, puis je n'étais jamais monté à Montréal tout seul. Là. J'avais mon auto. Mais... Il dit, quoi, tu t'en vas? Moi, je suis rendu, j'ai signé une franchise, là, je vais être franchisé. Il fait, de quoi? Mon père policier. C'était juste Steve Godbout, là. Oui. Mais à peu près la carrure de Steve Godbout, pas de cheveux, avec une barbe. Puis, conventionnel, ça paye tout cash depuis toujours. Puis, tu sais, fait que là, lui, c'est du risque. Là. Fait qu'il capotait un peu. Mais j'ai tout le temps tellement été confiant. J'ai tout le temps vraiment été confiant en mon intuition, en ce que je voulais vivre. Fait que pour moi, mon père n'était même pas une barrière. Là. C'était juste... Là, il me disait, tu devrais être allé à Alcan. Nous autres, on allait à Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alcan, toutes les gens... C'est une sécurité. Eh ben oui. Puis quand tu rentres là, tu fais 25 000 dans ton été. Fait que, lui, il me disait, non, mais tu vas travailler à l'Alcan. Je disais, non, merci, papa. Là. Mais non, moi, j'avais mon œil... je savais que je voulais faire des grandes choses, que j'avais de l'ambition, de vision. Fait que j'ai juste sauté là-dessus, puis let's go, j'ai plongé.
Qu'est-ce que tu retiens parce que là, c'est ta deuxième expérience, mettons, entrepreneuriale, ouais. que tu deviens franchisé. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Parce que tu l'as fait quelques... 3 ans. 3 ans. 3 ans comme franchisé à Jonquière. La chose qui me vient et qui est le plus marquant dans ma vie, Oui. c'est clairement la claque sur la gueule que j'ai mangée ma première année. Là. OK. Oui, vraiment. Peux-tu élaborer? Oui, avec joie. C'est pas glorieux, mais je suis bien, bien fier aujourd'hui parce que, justement, l'échec à ce moment-là, pour moi, était extraordinaire, finalement. Là. C'est l'apprentissage. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je cultive énormément. C'est quelque chose qu'on cultive dans le business aussi, la culture de l'erreur. Là, fait, mais à ce moment-là, j'arrive, je disais, je travaillais dans les bars, je travaillais dans les restaurants. J'étais... je ne veux pas dire beau bonhomme, mais dans le sens, ça allait bien, ma vie. Là, j'avais du succès avec les filles, j'avais du succès dans le sport. Fait que là, j'arrive là-bas, puis un peu trop confiant. Juste un peu trop confiant. Puis je me souviens, en plus, Tommy Saint-Pierre, qui m'avait interviewé, il m'avait dit « T'as beaucoup de talent, t'es vraiment bon, mais il dit, tu vas manger une volée parce qu'il dit tu manques de rigueur, puis tu manques de, de travail. Puis il avait raison sacrément, parce que la première année, c'est ça qui s'est passé. J'ai fini 35e franchisé sur 36 au Québec. Au moins pas le 36. Ouais, Au moins ça. pas le 36. Puis fait que j'ai perdu, je pense, 5 000 ou 6 000 piastres. J'ai vraiment... Puis le franchiseur, il voulait même pas que je revienne parce que, historiquement, les franchisés qui n'avaient pas de succès comme ça la première année, c'était un flop pour le reste. Mais moi, je me suis battu. J'ai dit non, c'est pas vrai que ça va être ça. Là. C'est pas vrai que c'est ça mon histoire. Je pouvais pas croire que ça allait être ça. Donc, j'ai réussi à les convaincre. Puis je suis revenu, mais là, je me suis vraiment préparé. Puis là, je me suis fait un devoir. J'ai dit là, je vais être le plus sharp. Moi, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut juste que je flippe ce que j'ai vraiment envie. Puis que je connecte un why, là, un pourquoi à ça. Puis tout de suite, là, je suis devenu... si c'était pas le plus sharp, en tout cas, j'étais dans les plus sharp de toute l'organisation. J'ai fini 6e au Québec, là, c'était la deuxième année. Là. Wow. Puis ouais, j'ai pas Grande fait... progression quand même. Oui, c'est ça. Un 120 000 de chiffre d'affaires en peinture résidentielle. Tu sais, qu'on commençait à faire du porte-à-porte en janvier à moins 30. Puis là, on signait des deals tout le long. Puis, fait que non, ça a été vraiment une expérience incroyable. Mais pour vrai, ça a été l'échec parce que l'échec, elle m'a juste... Ah, il fallait que ça arrive là. Moi, je suis vraiment content que ça ait arrivé là. Puis, tu sais, c'est pas un énorme échec. Puis après ça, je suis devenu coach. Puis c'est ça, je disais aux jeunes que je recrutais parce que les parents sont tout le temps stressés. Puis je comprends, là, tu veux protéger tes enfants. Mais je disais, c'est là qu'il faut que tu te pètes la gueule. Let's go. Là. Fais-le entre 17 et 22, là, dans le temps que tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Au pire, là, moi, ça m'a coûté 5 000 $ pour apprendre incroyablement. Puis je disais aux gens, combien ça coûte à l'université? Là? Tu sais, à l'université, ça te coûte de l'argent pour apprendre. Mais c'est pas cher à payer, perdre 5 000 $ pour aujourd'hui des apprentissages qui sont encore extrêmement... Il est convaincant. Ouais, c'est clairement pas un échec parce que c'est grâce à voilà. cette situation-là que tu as fait que tu as progressé beaucoup plus vite. Tu sais, un flip là, 90 degrés, là, ou à 180 degrés, je devrais dire, parce que justement, puis ça, bon, ça a rapport à maintenant où je connais beaucoup mieux ma personnalité, puis pourquoi, pour moi, ça, c'était important à ce moment-là, mais pour moi, justement, l'échec n'était pas une option. Fait que je ne l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu comme... OK, non, c'est beau. J'ai compris. Là. J'ai compris que je l'ai pris à la légère. J'ai compris que c'est vrai, je me suis trouvé bon. Puis j'ai souvent été de même dans le confort. Dans le confort, j'ai un peu cette tendance-là à m'asseoir puis à surfer. Il me faut... il faut que ça va... Un petit challenge, tu dirais? Oui. Puis il a été beaucoup motivé... Tu sais, je vais un peu dans le dé, mais il a été beaucoup motivé par un désir de plaire, un désir d'avoir l'air bon depuis que je suis jeune. Tu sais, depuis que je suis jeune. Très présent chez les entrepreneurs en passant le désir de plaire. C'est sûr. Tu sais, il faut... Aujourd'hui, je suis capable d'accepter, mais il faut un ego à un moment donné puis un orgueil. Moi, je l'avais, là, clairement, ça. Tu sais, je l'ai jamais vraiment eu, je pense, mal placé. Quoique, vous parlez à ma mère, dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un qui était soupe au lait dans la vie. Puis je suis encore un peu. Parce que je veux contrôler. Je peux faire de l'autodérision, mais je veux contrôler pour qu'on rit de moi. Puis fait que le côté soupe au lait, c'est clairement de l'ego, justement, qui est un peu mal placé, mais il y a de grande puissance derrière cet ego-là. Justement, le fait que j'ai flippé d'une année à une autre, c'est parce que je pouvais pas, moi, dans l'œil des autres, dans l'œil de mon coach, dans l'œil de mes parents, de mes amis, de faire non, j'ai lâché parce que ça a été trop tough. Non, moi, c'était sûr que non. Fait que pour moi, ça a été un gros moteur qui, clairement, encore, pourquoi je suis là, pourquoi mon désir d'impact que j'ai dans la vie, le message que j'ai envie de partager au niveau de l'entreprise libérée, tout ça vient de quelque chose de profond qui veut rayonner, je dirais ça. Déjà là, je trouve ton message incroyable de justement le volet, tu dis, là, entrepreneur, que gars, lance-toi en affaires, au pire, si tu te trompes, c'est juste 5 000, comme tu disais l'exemple, je trouve ça bon. Mais
tu proviens d'un milieu qui n'est pas d'entrepreneur. Fait que moi, je trouve juste ça fascinant. C'est-tu parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est entrepreneur? C'est-tu vraiment depuis que tu es né que tu as cet intérêt-là? Je suis comme un peu surpris. Là. Oui, ben, je suis d'accord parce que justement, je suis en train d'écrire mon premier livre. J'ai écrit un livre, j'ai écrit mon livre. Là. Premier tome. Ben, ça commence avec un, tu sais jamais. Tu sais, j'ai comme ça, la semaine imposteur, je me dis, le monde qui a commencé, il en a commencé écrit à quelque part. Ben, Bon, c'est ça. Fait que, et puis ça m'a refait relater justement mon histoire. Puis j'ai commencé aussi à donner tranquillement pas vite ma première conférence. Oui. Justement. Puis justement, ça me ramène, ça me replonge dans le passé. Et j'arrive pas à trouver le déclencheur, pour être honnête. Et j'ai comme l'impression que ça a tout le temps été là. Puis moi, c'est beaucoup connecté à un besoin de liberté, beaucoup un besoin d'autonomie, un besoin de création, un besoin de passion, de vivre des choses. Fait que je pense, rapidement, ce que je me souviens, c'est que je disais plus que je vais être mon propre patron. Ouais. Plus faire les choses parce que ça me tente, plus que de le faire parce que quelqu'un me dit de le faire. Fait que c'est plus ça qui a été, tranquillement, je pense, le moteur. Parce que même dans mes emplois, s'il n'y avait pas tant de potentiel ou que j'étais comme pogné à un niveau, je restais pas, tu sais, je tripais pas. J'étais un super bon employé, là, mais le temps qu'il faut, par année, s'il n'y a pas d'autres options, je vais passer à autre chose. Tu sais, moi, Jean-Philippe, j'appelle ça les valeurs profondes. Ouais. Ça part de ton essence, de qui tu es réellement. Tu es né comme ça, probablement très jeune. Peut-être tu t'en souviens même pas, mais tu as peut-être fait des stands de limonade, toi, là, quand tu étais jeune, ou je sais pas. Mais moi, il y a peut-être des ventes de garage. Mais ça part de ces valeurs profondes, ça. Puis ça, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça, en grandissant, parfois, on les oublie. C'est qu'on était influencé par l'extérieur, puis on oublie réellement qui on est, en fait, ces valeurs-là. Mais j'ai l'impression que toi, tu les as pas oubliées. Tu es resté connecté sur ces valeurs-là, même par la suite là, de ton expérience. Oui, puis ce que tu nommes, c'est vrai. Je dis ça de même, je suis fier du Seb, là, tu sais, genre, quand il avait 20 ans, 22, 23, tu sais, je le trouve cool parce que oui, en effet, j'ai mon ego, mon désir de plaire, cette partie-là de moi aurait pu me faire prendre des décisions pour plaire aux autres. Parce que sociétalement, on a des critères, on a une façon de vivre la vie. Mon père m'a dit bien des affaires, ma mère m'a dit bien des affaires. Tout le monde dans mon entourage ont toujours dit bien des affaires, les gens que j'ai côtoyés. Puis j'aurais pu prendre des directions qui étaient uniquement les leurs. Oui, l'influence que j'appelle l'extérieur. Oui, puis... Mais non, il y a tout le temps eu ça que mes convictions étaient... Mais moi, ma théorie de ça, c'est que j'ai été rapidement validé quand j'étais jeune. Malgré que mes parents n'étaient pas dans le monde entrepreneurial, j'ai été validé. Fait que ça veut dire pour moi, valider, c'est que le concept de validation, c'est pas moi là, qui l'ai inventé. Là. Mais j'ai été validé vite parce que mon intuition et mon désir m'amenaient vite dans la liberté, la gestion... Puis c'est connecté avec la société, là, dans le sens que j'étais pas... mon besoin n'était pas d'être un peintre ou un sculpteur. Là, mon père, il m'aurait probablement pas encouragé autant si mes intuitions avaient été complètement en marge. Mais là, j'avais la chance d'être validé. Fait que mes parents... Ma mère, elle m'a tellement donné de l'amour parce que j'étais un bon communicateur quand j'étais jeune. Elle compte encore une histoire. Je me suis marié dernièrement, puis elle faisait un speech devant le monde, puis elle racontait que à 2 ans et demi, j'étais chez un de mes amis, un jeune de même âge que moi, puis je m'assoyais au comptoir avec la mère, puis je jasais avec ma... Ben oui. Je te vois. Ben je le sais. Moi aussi, je me vois. Genre, puis son fils n'était pas capable de parler. Moi, je parlais pour son fils avec sa mère. Puis à un moment donné, sa mère était allée voir ma mère, puis elle a dit « J'aime vraiment Sébastien. » Elle m'a dit « Il ne peut plus venir chez nous. » Je trouve ça trop difficile de voir son... Fait que, tout ça pour dire que j'ai eu ça, fait que j'ai été validé pas mal toute ma vie, fait que j'ai eu la chance de pouvoir... Puis je dis vraiment de la chance, c'est important pour moi, j'ai été vraiment privilégié de pouvoir suivre mon intuition, suivre ce qui se passait en dedans. Parce que quand j'avais une idée où je voulais à quelque part, je me faisais valider, puis je me faisais encourager. De quelle façon tu veux dire valider? De quelle façon? Juste encourager. Juste encourager. Tu sais, je me faisais juste dire, juste, OK, go, puis oui, puis... La carte de crédit de ta mère que tu parlais tantôt. Stuff de vierge, c'est vraiment un gros... Tu sais, ça a été... Moi, mon message, c'est beaucoup la confiance, la culture de confiance qui est connectée avec l'entreprise libérée. Puis j'ai touché à la confiance plusieurs fois dans ma vie, dans ma jeunesse, mais ce qui me marque le plus... En effet, c'est l'acte de confiance que ma mère a fait, de dire, ben oui, elle me pose même pas de questions, elle me fait confiance de mettre 10 000, 15 000 sur sa carte de crédit jusqu'à j'ai 17 ans.
Oui, là, tu sais, fait que juste le fait d'être encouragé, validé, ça a fait que j'ai tout le temps été capable de suivre mon intuition. Puis rendu à 22, à 23, quand j'ai fini qualité étudiant dans mes franchises, puis en fait, je savais que je commençais à être tanné, là, où il me fallait une autre étape, puis que je suis dans mon char en mars, puis je fais, hey, moi, je vais aller coacher à Montréal. Demain. Puis j'ai appelé tout de suite mon directeur là-bas, puis j'ai dit, Greg, t'as-tu de la place à Montréal? Je venais coacher. Il a dit, là, non, mais oui, on veut vraiment t'avoir. Là, ton histoire est hot, là, parce que je suis capable d'aller reach des jeunes franchisés qui n'ont pas trop de succès, puis de dire comment. Tu sais, j'ai fait le chemin, là. C'était rare dans ce temps-là. Puis, 8 mois après, je déménage à Montréal, puis je coachais là-bas. Mais juste par. Fait que je répondrais peut-être ça de même, là, tu sais. Ça m'a. Ouais. J'ai cette chance-là. C'est incroyable qu'en plus, tu as été coach rapidement à ton jeune âge. Aujourd'hui, tu as quel âge? 32. 32 ans. 32 septembre. Tu es vraiment un entrepreneur. Déjà là, on voit vraiment inspirant. Ma question est, il y a beaucoup de gens qui disent que les jeunes manquent de motivation, d'engagement. Là, tu vas le chercher. C'est quoi tu réponds à ces gens-là? Ah, mon Dieu! Hey, faut je vais essayer de peser mes mots, mais avec bienveillance, amour. Et, ben, je vais juste dire à tous les gens qui disent que les jeunes manquent de motivation, ne sont pas engagés, qui ne travaillent pas fort, puis qui critiquent négativement, ben vous êtes dans le champ. Moi, je veux dire ça de même. Vous êtes dans le champ. Puis en fait, je vais aller un petit étape plus loin là, au niveau philosophique de l'histoire. Je vais dire, la critique générationnelle, en général, là, le choc des générations, ça n'a pas ça. Dans le fond, c'est ça le problème, en fait. C'est pas tant les jeunes. On a aussi, nous, là, puis je l'ai déjà fait puis je le fais sûrement encore, là, malheureusement. Je critique aussi les vieux, là. Je dis les vieux, là, mais les personnes d'expérience. Puis ça, c'est un problème, là, oui. Martin Petit avait dit dans un podcast, il parlait, on aurait tellement d'avantages à apprendre des autres générations puis de s'ouvrir aux nouvelles, parce que c'est un beau mélange de tout ça, finalement, qui fait une recette incroyable pour la gestion du changement, pour vivre avec ce qui s'en vient puis tous les enjeux qu'on a mondialement. Fait que ça, c'est ma petite parenthèse de... C'est pas juste... Donc, je ne dis pas aux gens qui critiquent les jeunes, vous êtes, vous, dans le champ, nous aussi, on est dans le champ. Puis je me mets nous, tous les jeunes qui regardent les vieux en disant « t'as pas compris » puis qui jugent, toi aussi, t'es dans le champ. Fait que, grosso modo, les deux sont dans le champ. Maintenant, pour répondre à ta question, parce que j'imagine, on s'en va d'une place où c'est sûr que j'ai beaucoup de convictions et en ce moment, beaucoup de succès, dans le fond, avec les jeunes. T'sais. J'en suis un, mais j'ai encore plus de... On a du succès par notre modèle, par notre façon qu'on a bâti les choses, puis de la façon qu'on fait les choses avec les jeunes. Puis c'est pas vrai qu'ils sont pas engagés, ils sont pas travaillants, ils sont pas mobilisés, ils sont pas performants, c'est pas vrai. En fait, c'est le contraire. C'est juste qu'il y a une recette. Il y a une recette pour réussir à aller chercher ça. Puis quand on a cette recette-là, c'est incroyable. Mais parlons-en de la recette. Yes. Okay? Là, présentement, tu as une entreprise SD Maintenance. Ouais. Tu n'es pas seul dans cette aventure-là. En effet. Vraiment pas de seul. Non. Mais cette recette-là fonctionne et on parle d'entreprise libérée. Ouais. Bon, c'est un changement de paradigme. Même pour moi, j'y adhère, je la comprends, mais je trouve que tu la verbalises magnifiquement. Là. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles justement de ton modèle d'entreprise libérée. Oui. Avec plaisir. J'aime beaucoup commencer par l'histoire, une petite partie de l'histoire pour aider à comprendre. Oui. Je pense que ça peut aider. Là. Oui. Suite à qualité étudiant, mon coaching, j'ai appris sur l'entreprise, non, pas l'entreprise libérée à ce moment-là, pendant tout, l'entretien ménager commercial, finalement. Puis c'est vraiment dans mes premières expériences que j'ai remarqué qu'il y avait une opportunité au niveau de l'humain, que l'humain était juste géré comme des numéros, puis qu'on s'en foutait, puis que c'était... Beaucoup le bottom line, la ligne du bas, là, on appelle. Exactement. Puis essentiellement, là, je vais pas surprendre personne, ben peut-être, en fait, c'est le concept de considérer l'humain comme une ressource. On parle beaucoup de ressources humaines. Moi, j'ai un prof à l'université qui m'avait bien marqué, qui avait dit... Enlève la ressource, là, c'est des humains. Là, je sais qu'on parle de RH juste par concept, là, mais ça fait partie du problème, de considérer l'humain comme une ressource. Tout ça pour dire, je vois ça dans l'entretien ménager commercial. On a du succès dans ce que moi j'amène. On est comme consultant. Puis il arrive Chocolat Favori comme opportunité. Chocolat Favori, c'est le début de tout pour moi parce que Chocolat Favori, ils nous ont dit
Puis c'est pas, je veux le dire d'avance, ils ont 2 gangs dans Chocolat Favori. Là. Nous, on n'a pas fait affaire avec Dominique Brown, on a fait affaire avec la famille Serré, une famille de Québec, qui ont fait une conversion Super Club Vidéotron vers les Chocolat Favori. Puis moi, Denis m'a dit, on donne Chocolat Favori sur la Rive-Sud de Montréal, parce qu'on était sur la Rive-Sud de Montréal à ce moment-là. Puis c'était pas encore SD Maintenant, c'était pour l'autre compagnie. Puis il dit, à condition que vous preniez toutes nos autres succursales à travers le Québec. Sherbrooke, Gatineau, Québec, Chicoute, comme il y en avait partout. Fait que c'est tout très loin. Éparpillé, on pourrait Très dire. éparpillé, très décentralisé. Mhm. Fait que moi, qu'il dit, faut que tu les prennes toutes si tu veux ceux-là. Puis je dis, ben oui, pas de problème. Mais là, il dit, moi, dans le fond, je savais pas que ça se faisait pas, fait qu'on l'a fait. Là, ça, c'est cette phrase-là, parce que il me dit, t'es sûr? Là? Il me dit, il y a toutes les compagnies qu'on a au Québec, qu'on a parlé, ben ils veulent rien savoir parce que c'est un mandat impossible. Je suis comme, non, pas de problème, on va le faire. On va le faire. Il dit, t'es La sûr? belle Là? naïveté. On avait appris quelque chose, là, c'est actasif. Fais comme si, ou bien fake it until you make it, là, le classique. Fais semblant jusqu'à temps que tu saches comment le faire. Fait que ça a été oui. Moi, j'ai dit, le gars, oui. Puis quand je suis arrivé voir mes partners, j'étais rendu partner à ce moment-là avec eux. Ils ont fait t'es-tu malade? On est en train de prendre le contrôle, ça arrive sud. Là. Comment tu veux qu'on aille partout? J'ai dit, non, faites-moi confiance, on va réussir. Fait que ce que j'ai fait à ce moment-là, parce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que en étant parfaitement transparent avec les gens qu'on recrutait à Sherbrooke, à Gatineau, n'importe où ailleurs, puis en étant vulnérable. Première affaire, là, c'est de la vulnérabilité et de la transparence. À ce moment-là, j'étais plus en mode survie que conscient de ce que je faisais. Pour être vraiment honnête, là, quand je recrutais à Sherbrooke, c'était 7 jours semaine d'entretien, 2h30 de ménage par nuit, c'est du chocolat collé sur le plancher, c'est la pire affaire à nettoyer, le pire contexte, honnêtement, en entretien. Aujourd'hui, on n'en veut plus des mandats de même. C'est tough. C'est vraiment tough. Mais, à ce moment-là, je disais aux gens, t'es plus important que moi dans le business. T'es le pilier. Là. Si je t'ai pas, si on t'a pas, bon, je vais juste perdre le contrat. Si tu te présentes pas un matin, une nuit, le lendemain, ben, on va perdre le contrat. Puis, fait que j'étais tellement... Puis là, je montrais les chiffres. Regarde, moi, j'ai ça, on a ça comme marge. En termes de temps, ça fait tout du sens pour toi. Puis un autre des grosses clés de succès, c'était moi à ce moment-là, je disais, j'ai 2h30 de ménage là, possible pour te donner, va voir si ça fait du sens pour toi. Si oui, tu as 2h30, puis si tu le fais à 1h45, parce que c'est plus Tant relax, tant mieux pour toi. Puis si tu en fais plus, on va l'allonger parce que j'ai pas le droit à cause des normes. Mais même à ça, ça arrivait que des fois, ils nous le disaient pas, puis ils dépassaient un peu, puis ils s'en foutaient. Il avait sauvé une demi-heure, 45 minutes la veille. Puis l'idée, c'était qu'ils comprennent tout, que ça soit transparent, puis qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis après ça, je disais, comment moi, je peux t'aider pour que tu sois bien? Là? Qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, j'ai mis en contact avec le client pour essayer que le client puis eux autres gèrent la majorité des affaires. J'étais à 2h30 de route, anyway, là. Je vais faire quoi, moi? Tu vas me parler à moi, je vais falloir parler à l'employé. Fait que là, ça a mis des bases à bien des choses parce que on a ramassé 9 succursales. Quand moi, j'ai vécu ces 9 succursales-là, pendant cette transition-là, j'ai dit, ah ben sacrément, une autre opportunité. On va signer des gros joueurs provinciaux qui ont des places d'affaires partout. On va décentraliser le pouvoir, on va mettre l'argent dans les mains des employés, on va les rendre autonomes, ces contrats. Ça, c'était une autre idée que je venais d'avoir. Là, je disais à ma gang avec qui j'étais à ce moment-là, c'est là qu'on s'en va. Êtes-vous down? Il m'avait nommé président à ce moment-là, puis il m'avait dit, let's go to run le show. J'avais rien que 15% des parts. Mais quand même. Fait que là, j'ai fait... Fait que finalement, en se jasant, ils ont dit, regarde, nous autres, on va garder notre business, on va regarder ça Rive-Sud, puis on s'est dissocié à ce moment-là. Puis ils m'ont acheté... la façon qu'ils m'ont racheté, c'est que je parte avec Chocolat Favori. Fait que quand j'ai commencé, j'étais à Anjou, dans mon loyer. Je faisais... Avec le seul contrat. Avec les seuls contrats que j'avais étaient tous à 2h30 de route de Montréal. OK. Puis j'avais justement 9 succursales avec des employés, souvent deux collègues par place, parce que c'est 7 jours semaine. Mais avec ta vision. Avec ma vision. Parce que là, pendant 1 an et demi, on a eu un nombre de plaintes, là, et c'est moins que sur les doigts de 2 mains. Là. Mais en entretien ménager commercial, Daniel peut le dire. Oui, parce qu'on vient du même domaine, en fait. Voilà. Ouais, c'est assez surprenant. Là. En fait, moi, j'ai été vraiment surpris par ce qui se passait. Puis c'est à un moment donné que là, j'ai parlé de ce modèle-là, ou ma vision à une madame dans un événement d'emploi Québec, que je suis allé juste une fois dans ma vie, puis je sais pas si je vais retourner. Tu sais, cette madame-là, un jour, ça me voit, elle va peut-être dire c'est moi, je sais pas c'est qui. Peut-être qu'elle t'écoute. Un jour, je peux pas croire, en tout cas, mais je dois tout, parce qu'après ça, elle m'a dit, hey, il faut que tu lises le livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui est pour tout le monde, entrepreneur qui a une quête plus vers l'humain, qui voudrait se transformer en libéré ou pas, mais juste comprendre les paradigmes d'organisation. C'est une Bible incroyable. Frédéric Laloux, c'est l'instigateur beaucoup du mouvement depuis un petit bout. Fait que tout ça pour dire, ça l'a fait qu'après ça, ben moi, j'ai décidé de décentraliser. Ça, c'était la prémisse. Décentraliser
mettre de l'argent dans les mains du monde. Puis tranquillement, pas vite, est venu le concept de territoire. Avec le coordonnateur au Saguenay qui, lui, gérait la densité. Anyway. Fait que ça, c'est ma petite histoire de début, mais ça m'installe pour bien les choses. Ce que je vais peut-être répondre à ta première question qui était c'est quoi notre Oui, exact. Grosso modo, c'est une culture de confiance. Et non une culture de contrôle. Ouais. La prémisse de ça, c'est ça. Puis l'autre chose que je dois nommer, c'est que derrière la culture de confiance et la culture de contrôle, il y a des croyances derrière. Des croyances fondamentales, sous-jacentes, qui sont souvent ancrées chez les humains, individuellement, mais aussi dans le collectif. En réalité, quand tu regardes une organisation, tu as sous forme de cadran, tu as la section individuelle, tu as la section collective, puis c'est des cadrans. Fait que ton cadran en haut, c'est individuel dans la façon que tu agis, dans le visuel individuel, puis tu as le non-visuel individuel qui est les croyances, justement, de l'humain. Puis après ça, tu as la même affaire du côté business. Fait que le côté business, c'est tout le visuel, c'est procédure, processus, la façon qu'on fonctionne. T'sais. En dessous, c'est les croyances collectives. Ça veut dire la culture organisationnelle. Ce qui est pas tangible. Mais quand tu rentres dans une organisation, tu le feels un peu. Là, tu vois le monde. Donc, la grosse différence entre les deux, c'est les croyances collectives qu'il y a en dessous. Dans la culture de confiance, il faut, dans le fond, la croyance première, c'est de dire l'humain est bon et bien intentionné et qu'on peut y faire confiance, et digne de confiance. Dans l'entreprise de contrôle ou dans la culture de contrôle, c'est l'humain n'est pas bon, est mal intentionné puis n'est pas digne de confiance. Fait qu'on va y mettre toutes les notions de contrôle possibles, la hiérarchie, pour s'assurer qu'il fasse ce qu'il faut qu'il fasse. Mais Sébastien, il faut le dire, là. Tu sais, le domaine de l'entretien ménager, là, moi, j'étais dans le domaine de services d'hygiène, mais on est reliés, OK? C'est pas un domaine glamour, là. Non, c'est vraiment pas glamour. Il y a rien de... à l'époque, on disait... C'est ça, j'allais dire. Il n'y a rien de sexy là-dedans. Exact. Fait que d'avoir des employés qui adhèrent à ton modèle, là, c'est... je te lève mon chapeau. Bravo. C'est vraiment pas évident. Puis ta culture de confiance, là, écoute, le sentiment d'appartenance doit être énorme, là. Tu sais, en fait, c'est ça, c'est que ça peut, justement, c'est une des questions qu'on se demandait, puis en fait, que je me suis posé tout le long de cette histoire-là, puis encore aujourd'hui, c'est est-ce que, justement, les gens vont adhérer à ça, tu sais, puis est-ce que tout le monde adhère à ça? Puis la réponse, c'est non. C'est sûr. Tu sais, en réalité, autant dans mon recrutement que j'ai fait de tous mes leaders qu'on a aujourd'hui, qui ont rentré beaucoup par la porte d'en arrière, là, ça a été très, très organique comme processus. J'ai pas personne dans mon équipe de leadership qui a un bac. Okay? J'ai personne qui avait... Je pense... Écoute, il y avait mon frère qui avait un peu de gestion, un peu d'expérience en gestion chez Saint-Hubert, mais sinon, mes leaders n'avaient aucune expérience en management, en gestion. Puis je pense que c'est une bonne affaire, parce qu'ils partaient comme des éponges. L'idée, là, que quand tu es un leader chez nous, un coordonnateur, c'est pas de la gestion que tu fais. C'est de la relation humaine. C'est de l'écoute. Tu sais, c'est d'être là pour l'autre. Fait que c'est complètement... Je ne gère pas. C'est pas ça, là. Fait que oui, on trouve du monde. Puis il y a vraiment beaucoup de monde, en fait, qui veulent travailler dans une organisation où est-ce que la prémisse, une autre croyance fondamentale, c'est de dire l'humain est une finalité en soi. Fait que l'humain est une finalité en soi, ça, c'est dans la culture de confiance. Ça veut dire que, oui, OK, il faut qu'on fasse de l'argent parce qu'il nous faut de l'air pour survivre, là, on n'a pas le choix. Là. Mais on ne va pas le faire au détriment des humains. Fait que l'humain, s'il s'épanouit pour nous, on réussit. Tu as vraiment une belle vision. Puis tantôt, tu parlais du début, mais aujourd'hui, c'est combien d'employés, combien de partenaires, que ça représente quoi? C'est pas des employés, votre Non, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit partenaire, collaborateur, je me suis repris. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, mais la terminologie, c'est quelque chose qu'au début, j'étais bien arrêté, là, au-dessus les titres des gens, puis tout, parce que... Mais en bout de ligne, c'est tellement fondamental qu'on appellera employé. Je veux dire, c'est plus loin que ça. Fait autour de maintenant 150 collaborateurs à travers la province, 5 grands territoires. Fait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était longtemps, encore aujourd'hui, une grande pépinière qui était un de nos plus gros territoires. Québec qui est en train de prendre la place numéro 1 en termes de chiffre d'affaires et d'employés, mais c'est plus ou moins pertinent dans l'histoire. Montréal, Estrie, Mauricie. Estrie-Mauricie, c'est nouveau de cette année. Puis sinon, on a d'autres petits contrats là, un peu partout, là, décentralisés, mais grosso modo, c'est ces territoires-là. Ça fait quoi? Ça fait 5. Puis un centre de service. Fait que le centre de service est au service des territoires. Puis dans le fond, notre Good to Great, là, c'est ceux qui suivent Jim Collins, notre Good to Great à nous, c'est on est une pépinière à développement humain et technologique.
Fait que, oui, on est en entretien ménager commercial. Oui, c'est ça le service qu'on offre. Puis c'est super important. On est en train de... là, justement, on avait tellement une raison d'être interne forte. Parce que dans les entreprises vivantes, là, je dis libérées, mais c'est beaucoup des synonymes. Une organisation vivante, il y a une raison d'être interne très forte, ce qui est justement l'humain. Notre mission, depuis 4 ans, c'est permettre aux collaborateurs de s'épanouir librement. On ne parle même pas d'entretien dans notre mission interne. Là, on veut les connecter avec une raison d'être externe aussi. Là. Ça, c'est un autre projet. Mais pourquoi je disais ça? J'ai oublié où que j'étais dans mon cheminement. Tu parlais un peu de cheminement, mais qu'est-ce que je trouve extraordinaire, c'est que je ne te connaissais pas avant l'entrevue aujourd'hui. Je suis allé lire beaucoup sur toi, sur votre site web. C'est transparent, la vision, la mission, c'est indiqué. Puis vous en parlez beaucoup de justement l'entreprise libérée. Fait que moi, je trouve ça beau parce que oui, vous le faites, mais en plus, vous passez un message. Oui, vraiment. Ça, juste te le dire, je trouve. Je trouve que tu vraiment incarnes totalement ton message. Ben, oui, puis je pense que c'est ça qui est contagieux, en fait. C'est ça qui fait que les gens veulent se rattacher à ce qu'on fait, puis que même les préposés, nos responsables d'entretien sur le terrain, ben, nos leaders, ils sont des vecteurs. Le but, c'est ça, c'est qu'ils soient des vecteurs de ce message-là pour qu'eux autres aussi, quand ils intègrent des gens dans l'équipe, ben, que les responsables d'entretien comprennent. C'est une de nos clés de succès, en fait, là, dans le recrutement de notre monde de terrain. L'entrevue a beau être superbe, là. Il va y avoir plein de savoir-faire, puis tu as beau avoir une expérience de 10 ans chez GDI, tu as beau être un des meilleurs en entretien. C'est qui GDI? C'est le compétiteur. Là. Je les salue d'ailleurs. Le leader provincial, oui, on va dire, puis même quasiment national. Fait que, ouais. Puis GDI, souvent, quand on l'a sur le CV, on est content, parce qu'on sait que l'employé il va normalement être bon pour faire l'entretien. Ils ont des bons processus. On va leur donner là, quand même. Ils sont pas gros de même en faisant de la merde. C'est ça. Mais c'est niaiseux, mais une des premières affaires qu'on va juger, c'est quand on va expliquer notre modèle puis ce qu'on fait différent des autres, si la réponse de la personne est genre « OK. Oh. » On est comme « Oh. » Ça ne l'allume pas. Non. Mais quand la personne est comme « Ah. OK. Wow. » Puis là, elle pose des questions. Puis, OK, ça existe. Puis là, tout d'un coup, là, là, tu sens là, qu'il y a une flamme qui a été éteindue peut-être, ou genre, mais elle n'est pas complètement éteindue. Puis là, ils se permettent de ressortir. Puis là, souvent, c'est des personnalités qui sont fortes. Souvent, il y a des entreprises qui ne voudraient pas les prendre, ces gens-là, parce qu'ils diraient, ben non, ils sont trop challengeants, ils vont trop vouloir. Nous autres, c'est comme, viens-t'en, là. Nous, on valorise ça. Là. C'est comme, au contraire, on veut que tu prennes l'autonomie, on veut que tu prennes des responsabilités. Si tu poses des questions, c'est une maudite bonne affaire, c'est que tu veux comprendre. Fait que c'est ça. Faut que la prémisse de l'affaire, c'est que tu comprennes ce qu'on fait différent puis pourquoi c'est hot. Là, dans ton industrie, tu traces comme une nouvelle voie en faisant cette manière-là. Puis je trouve ça fabuleux, je l'ai déjà dit. Mais c'était quoi des principaux défis que tu as rencontrés avec ce renouveau-là? Oui, OK. Le premier défi qui me vient, c'est la connexion avec les clients. C'est de connecter tout ça avec les clients. Parce que à la base, les 2 premières années, il fallait signer. Il fallait signer des deals. Il fallait avoir de l'argent. Là, parce que prendre de l'eau là, au moulin. Là, on n'a pas le choix. Il faut de l'air pour respirer. Ouais, donc, on prenait tout. J'avais un lead sur Google, let's go. Là, on ramasse. Fait que, salon de coiffure une fois semaine, les petits bureaux une fois 2 semaines, on prenait tout. Mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas prendre tout, mais plus que ça, on a une façon de travailler puis une clientèle qu'on a besoin pour que ça marche. Un des gros points importants de cette affaire-là, c'est ce qu'on appelle, chez nous, c'est le cercle vertueux. Il faut que le cercle vertueux, là, la flywheel, là, on veut la faire fonctionner au max. Puis, grosso modo, on peut en parler à l'interne, là, dans le sens que plus de confiance, plus d'autonomie, ça donne plus d'engagement, plus de performance, plus de mobilisation. Puis là, c'est comme, dans le fond, c'est juste un cercle vertueux. Mais là, on rentre le client dans l'histoire. Si le client, lui, ce qu'il veut, puis là, je vais mettre des guillemets puis m'excuser d'avance, c'est une bitch de ménage. S'il veut des fournisseurs qui disent pas un mot puis que je te paye, tu fais ce que je te dis. S'il y a quelque chose, il n'y a aucune compréhension dans l'histoire, c'est juste, regarde, tu as un mandat, ben nous, on peut pas, là, parce que c'est des humains. Là. On veut mettre en contact le plus possible avec des humains. Il faut qu'il y ait de l'empathie là, des deux côtés. On ne peut pas avoir d'empathie. On va être le meilleur partenaire au monde s'il y a de l'ouverture. Puis même affaire des deux côtés. Là. On va collaborer ensemble longtemps. Puis la preuve, notre attrition, notre perte de clients est très minime. Mais donc, il nous faut des clients que quand on leur explique notre façon de travailler, puis l'importance pour nous de l'autonomie sur le terrain, puis que si jamais il y a une poubelle qui a été oubliée, bien, ça serait préférable de communiquer directement avec le collègue sur le terrain. Puis que là, il dit non, moi je veux parler, moi je veux tout le temps parler au boss. OK, mais là,
on va expliquer pourquoi pour nous c'est important, pourquoi c'est une clé de succès pour nous, pourquoi ça fait que lui va être plus engagé. Là, on parle, nous, là, ce qu'on veut créer en commençant une intégration avec un client, c'est faire rencontrer, on médit ça, là, on facilite une rencontre entre les deux, puis on veut que les deux s'aiment. Si le collègue de terrain puis le client, ils s'aiment, c'est parti pour la vie. Donc, en plus d'être à l'interne, vos valeurs, votre mission, vous le faites aussi à l'externe avec vos clients. Il n'y a pas le choix. Il faut. Ouais, c'est ce que je comprends. On a un filtre décisionnel de clients dans lequel on passe pour être sûr. On en échappe encore, puis des fois, puis on n'est pas parfait non plus. Je dis, c'est des humains, hein, on ne cherche pas la perfection pendant tout, mais oui, il faut passer dans ce filtre décisionnel-là parce que les défis, pour répondre à ta question, qu'on a vécu le plus, ça a été des périodes noires. Mon frère, il va rire là, de ça parce que ça a été ça, à un moment donné, quand l'appât du gain, par exemple, là, à un moment donné où est-ce que, OK, là, c'est beau, on a stabilisé, mais qu'on a fait l'erreur de mettre des objectifs. Parce que ça, c'est une autre affaire. Dans une organisation comme la nôtre, si tu mets des objectifs... On se rejoint là-dessus, là. Ah ouais, si tu mets des objectifs financiers, puis que la quête est financière, là, il n'y a plus grand cohérence. Puis on pourrait en parler longtemps, mais... Puis là, ben il y a un moment donné où est-ce que, OK, on close, on est content. C'est un peu onboardé tout croche. Puis là, ben le client n'est pas trop on board non plus là-dedans. Le collègue, on a fait ça un peu de le coin de la table. Et là quand ça shit at the fan, dans le fond, dès qu'on part le cercle vicieux, là, c'est le cercle vicieux pour de vrai. Là, mais t'es vraiment drôle. Moi, j'adore sa personnalité. Là, en passant, Sébastien, t'es vraiment mon coup de cœur là, de l'année là, 2024. Là, OK? Je t'aime aussi beaucoup. Mais quand même, es-tu d'accord? Mettons, là, le fait que oui, tu as pris des contrats qui étaient peut-être moins ta clientèle, là, OK? Mais es-tu d'accord avec moi que, pareil, marcher le chemin t'a fait réaliser exactement le type de clientèle avec qui tu veux collaborer? Mais oui. Moi, il n'y a aucun regret tout le long de ça. Il n'y a que des apprentissages, vraiment. Là, oui, puis en fait, je sais pertinemment... Là, c'est parce que c'est ça, là, je suis en train de lire un livre qui est extraordinaire, là, puis là, j'ai rien que ces termes-là dans ma tête. Là. C'est l'apprentissage de l'imperfection. Le parfaitement imparfait que j'appelle, moi. Ouais, c'est ça. Puis là, mais il parle d'optimaliste versus perfectionniste. Et là, ça m'appelle en tabarouette. Pas que je suis perfectionniste dans la vie, mais je trouve que ça amène beaucoup de paix, beaucoup de bienveillance sur le passé, entre autres. Parce que quand je revois le passé, je sais qu'on a pris des décisions, j'ai toujours pris des décisions qui étaient optimales. Mais là, pas tout le temps optimales, dans le sens parfaitement optimal. Correct, c'est pas grave, c'est pas la perfection qu'on veut. Mais optimal, ça veut dire prendre la meilleure décision en fonction des variables que tu as. Puis dans le contexte dans lequel j'étais. Ben, dans l'expérience que j'avais, dans la situation dans laquelle on était, avec les clients, on a pris les meilleures décisions. Parce qu'en bout de ligne, aujourd'hui, on est là où on est. On a appris énormément. Donc, non, moi, il a fallu qu'on passe par ces clients-là. Il a fallu qu'on passe par vivre des périodes noires. Puis encore, on va en vivre encore. C'est évolutif. Une organisation, c'est vivant. En fait, c'est ça. Nous, l'entreprise Ibéri, c'est ça. C'est une organisation vivante. Ce qui fait que, vivant, des fois, on est triste, des fois, on est fâché, des fois, on est content, des fois, on tombe malade. C'est la tout réalité ça, de la vie. Voilà. Mais sais-tu qu'on arrive au segment, exactement. au segment au-delà des affaires? Donc, la question au-delà des affaires. On ne peut parler de l'humain, là, Sébastien. Là, fait que j'y arrive, OK? Oui. Tu as confié quand même que tu t'es marié récemment. Oui. Félicitations. Merci. Mais tu m'as confié quelque chose. Tu m'as dit, puis j'aimerais ça qu'on en parle. OK? Je t'arrive avec ma question. Tu m'as dit, je mets en contexte comme il fait depuis tantôt. Tu m'as dit, moi et ma conjointe, on n'est pas encore certains de vouloir des enfants. Oui. OK? C'est quand même... Et moi, j'aimerais savoir, quand tu dis ça autour de toi, les gens réagissent comment? Oui. Ah regarde, je reviens tout le temps dans le passé pour répondre à des questions. Là. La réponse de base, c'est là, maintenant, ils ne réagissent plus, là, parce que là, ils sont au courant, ça fait un bout. Là, Okay. Là, ils sont même surpris. En fait, ce qui est la grosse surprise, ça a été les vœux de ma femme, maintenant, au mariage, qu'elle a dit des choses incroyables qui me faisaient pleurer tout le monde aussi, puis qui a dit, je peux même m'imaginer possible d'avoir des enfants avec toi, nanana. Fait que là, tout le monde a pris ça pour du cash. Oh mon Dieu, ils vont des enfants. Fait qu'on est encore dans le on le sait pas. On va voir le Sébastien et Gabriel du futur, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais là plus qu'avant, mais avant, OK, avant que je rencontre ma blonde, moi, j'en voulais, là. Naturellement, normalement, j'étais convaincu de ça. Je pense que je vais être un bon père. Hey, je veux mettre un humain sur la terre, puis le rendre, puis ça, c'est mon côté compétitif, égo. J'étais, ça va être le meilleur humain sur la planète, là, tu sais. Puis là, fait que moi, je n'ai jamais remis en question cette croyance-là.
cette conviction-là. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, c'est une personne qui m'a énormément fait cheminer par ses questions, par sa fougue, par son côté badass, par son côté féministe. Je suis et on est dans l'organisation en grande partie grâce à ma blonde. Mon Dieu, ça me reste bien émotif. Puis elle m'a posé une question. Parce que moi, j'ai demandé pourquoi tu veux pas d'enfants. Puis là, elle a dit, je te répondrai pas à ça, je vais te poser la question, toi, pourquoi tu veux des enfants? C'est la première fois qu'on m'a posé celle-là. Fait que là, moi, j'ai répondu du tac au tac comme je suis super bon. Parce que ça va être cool, parce que moi, je veux, quand ils vont avoir 20 ans, être assis à ma table, puis avec leur blonde, leur chum, puis là, quand on va être vieux, ils vont pas prendre soin de nous autres, puis ça va être le fun, tu sais, j'ai une relation avec ma mère, puis tout. Mais là, plus je parlais, plus... Elle m'a juste posé la question, OK, fait que, mais avant 20 ans, mettons, ça te tente-tu, tu sais? J'ai comme fait... Ouais, là, c'est vrai que ça me tente pas en tout, dans le fond, de gérer, tu sais, puis là, la liberté. Là, je me suis mis à, comme tout d'un coup, remettre en question, là, juste me poser pourquoi. Puis là, je me rendais compte que, OK, mais pourquoi je voulais des enfants? C'était par peur de manquer quelque chose. Puis moi, le concept de la peur, c'est l'opposé de la confiance. Dans la culture de contrôle, c'est connecté à la peur. Fait que fondamentalement, j'ai beaucoup vécu ma vie avec de la confiance, puis en faisant confiance. Je me pense tout le temps au worst case scénario pour régler mon côté de peur, mais ça a toujours été sa confiance. Fait que là, elle m'a fait réaliser à ce moment-là, juste avec cette question-là, est-ce que je suis en train de prendre une décision de ma vie par peur de manquer quelque chose? Mais j'ai fait, mais ça me tente pas, live. Je suis pas sûr que ça va me tenter. Fait que ça a été vraiment la prémisse de l'histoire. Okay. Là, ça m'a remis en question. Puis là, j'ai fait, mettons qu'on remet ça en question, qu'est-ce qui se passe? Fait que... On n'a pas fermé la porte. T'sais, à ce moment-là, j'ai pas complètement fermé la porte. Parce que de fermer la porte, c'est de dire, dans le fond, que je sais pas, à 28, à ce moment-là, c'est quoi je vais vouloir à 35. C'est un peu fou, là. Si je dis non là pour la vie, c'est que je prends une décision par principe. C'est comme, non. Fait que la seule chose qu'on sait depuis ce temps-là, c'est, là, ça nous tente pas. Là, ça nous tente pas. Là, ça nous tente pas. Puis, ça s'enligne. Au début, c'était plus non que oui. Là, on avance. Puis, moi, je le vois comme un projet. J'ai vraiment envie de voir ça comme un projet. Je sais que le monde dit, t'es jamais prêt, cool, mais il y a du monde aussi qui qui décide de vivre avant, puis de profiter vraiment de cette liberté-là. Puis après ça, de prendre... Moi, ce que je sais, c'est qu'on a envie, on vit beaucoup par projet, puis on tripe. Fait ce que je trouve beau dans que je trouve beau qu'est-ce que tu dis, c'est que peu importe la décision, ça va être réfléchi. Il y en a beaucoup, malheureusement, que c'est pas réfléchi. C'est comme tu dis, c'est instinct, c'est l'ego, c'est tout ça. Exact. Mais vous autres, qu'est-ce que vous prenez le temps d'y réfléchir, de savoir si c'est la meilleure chose. Puis ça me suit. Ce que tu nommes là, ce que tu reflètes là, c'est vraiment fondamental. C'est la façon dont je vis ma vie. Puis c'est ce que j'essaie aussi d'incarner, d'intégrer dans l'organisation. Je dis souvent, vivre ce que tu as envie de vivre. Comment on est capable de vivre ce qu'on a envie de vivre. Dans une organisation libérée, une organisation vivante, c'est ça le but. C'est que les gens puissent vivre ce qu'ils ont envie de vivre et non subir. Puis dans le fond, dans une business, tu n'as pas le contrôle, ou en fait, il y a du contrôle et tout, c'est plus tough de vivre ce que tu as envie de vivre. Tu subis beaucoup les décisions de... Mais là, même moi, personnellement, je reviens à moi, personnellement, la liberté, pour moi, est connectée au bonheur. Ma définition du bonheur est fondamentale dans ce que j'ai créé au départ, puis dans qu'est-ce qui a fait que je suis allé là-dedans. Fait que le bonheur, en étant connecté à sa liberté, c'est sûr que, pour moi, là, c'est ça. C'est ma prémisse de vie, puis de vivre ce que je veux vivre, je me dis, d'avoir des enfants, quand je suis pas sûr, par peur de peut-être, c'est que je sais que je vais subir pendant un bout, là. Puis je veux pas subir. Fait que on va voir. Le jour que ça va me tenter, c'est parce que ça va me tenter aussi de changer. Puis je m'imagine, là, de plus en plus, je suis capable de dire, hey, tu sais quoi, on va avoir fait notre voyage. Là, on a fait un gros voyage en van l'année passée. Là. On est parti 5 mois et demi en van, moi et ma blonde. Oui, ça marchait super bien avec la business. J'ai même pas mis plus de pression à personne d'autre. On a réussi. C'était malade mental. Là, on veut la mettre sur un bateau dans 3 ans, puis aller faire l'Europe pendant 6 mois. Ça, c'est l'autre gros projet. Mais après ça, je suis comme, peut-être qu'on va faire le tour des projets, le fun, trippant, puis on verra après. Moi, je me disais, ce serait pas plate. Là,
concevoir en Toscane après avoir bu, avoir bu du vin. C'est idylle, hein, C'est un beau. idylle, en tout cas. Fait que c'est ça, je suis un peu là. On pourrait tellement parler de plein de choses parce que c'est vraiment inspirant. On a parlé un peu de ton passé, on a parlé de tes valeurs, ta mission de vie. On a même parlé La de vision, justement sa du vision. volet plus famille, les projets. Je trouve ça vraiment inspirant. Et ça fait déjà au-delà de 40 minutes qu'on Ouais, passe quand même. ensemble. Ouais, Ça un va peu plus vraiment même. vite. Ouais. Fait qu'on arrive à la question, en fait, une des questions qu'on pose à tous nos invités, en fait. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui? Ouais, ce qui me montre vraiment le plus, je pense, c'est un peu la fin de la fin de ce qu'on vient de parler là, qui regroupe beaucoup de ce que je suis, de ce qu'on fait, de ce que j'essaie de... ce que j'ai envie d'amener, je pense, comme message. Tu sais, ça à terre, on rend ça big de même, là. Ouais, c'est la confiance versus la peur. Elle est nécessaire, la peur. Elle est là pour quelque chose, tu sais. Puis il faut l'accueillir. Puis jamais mon propos va être faut que il y a de la peur, puis c'est grave, on la démonise. Non, on va l'accueillir, on va l'écouter, on va l'entendre. Mais avant d'agir dessus puis de tomber en panique, 2 secondes, on peut-tu se regrounder, on peut... Bon. Parce que la confiance, c'est tellement beau. C'est libérateur, c'est connecté, c'est bienveillant, c'est positif. Puis on est beaucoup dans peur dans notre vie. Je suis dans peur dans la société. On a toute de la peur à quelque part. Mais en bout de ligne, s'il y a une affaire que moi je peux contrôler, c'est d'être le plus possible dans la confiance, puis de faire confiance aux gens, puis d'accueillir ce qui se passe. Fait que je pense que si on est plus dans la confiance comme société, comme organisation, comme leader, comme employé, comme humain, comme chum, comme blonde, comme... J'ai drôle l'impression qu'on aurait une meilleure vie générale collective, tu sais. C'est beaucoup ça, je pense, mon message que je ressors. Je retiens beaucoup de choses de l'entrevue d'aujourd'hui. Tu es un jeune entrepreneur, clairement, on le dit souvent, là, mais c'est clairement inspirant. Ouais, vraiment. Tu me touches beaucoup. J'aime beaucoup de ta vision. Je suis entrepreneur par moi-même, puis j'essaie aussi au day-to-day. Bon, je ne partage peut-être pas comme toi haut et fort, mais je pense que ça m'a amené à réfléchir là-dessus. Mais nous, dans notre culture, justement, d'entreprise, c'est très important, justement, de faire confiance. Justement, le leadership avec des différents partenaires. Donc, c'est pas le style, comme tu dis, comme dans le temps, là, employé avec du contrôle. Fait que ça me parle beaucoup. Puis je trouve que tu le reflètes bien. Fait que juste te lever mon chapeau gentil. parce que tu le fais, mais tu t'exprimes ce modèle-là vraiment bien. Fait qu'aujourd'hui, je suis juste épaté de t'avoir rencontré. Il l'incarne totalement. C'est clair. Puis il y a un point que j'aimerais que tu as souligné qui est vraiment important. C'est la peur du manque. Ben oui. Ça guide beaucoup de décisions de gens. Puis souvent, mettons, dans mes accompagnements, on en parle. En fait, qu'est-ce qui motive ta décision? Est-ce le manque ou l'abondance? Qu'est-ce que tu décides de regarder? Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu en aies parlé aujourd'hui, Ben oui, mais c'est je te remercie ça. beaucoup. Ça fait grand plaisir. Puis je voudrais juste dire de quoi je t'entendais parler d'un truc, puis je pense que c'est quelque chose que en 45 minutes, 1 heure, j'ai pas tant le temps de couvrir, mais je veux juste dire à tous ceux qui écoutent, qui écoutent ce podcast-là ou qui pensent à ça, à la confiance. C'est pas juste beau. C'est pas facile. Vraiment pas facile. Ça prend du temps. Puis j'aimerais... Je laisserais les gens partir avec la métaphore du jardin. Chez nous, nos leaders, c'est des jardiniers. Mais starter un jardin, là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend de l'amour, ça prend de l'eau, ça prend un terreau fertile, ça prend une posture. Être un jardinier fâché, là, ça se peut que tu tires sur tes carottes, mais il ne pousse pas plus vite. Mais l'idée, c'est, dans chacune de nos affaires, on se dit, prends le temps. Puis la phrase qui, je trouve, est très, très inspirante, qui, moi, m'a marqué beaucoup dernièrement, c'est investir en l'humain, c'est le seul vrai investissement durable. Totalement. Fait que, oui, ça prend du temps, c'est long, c'est rough, mais c'est durable. Tu vas être prêt pour aller en politique. Ouais. Avec cette phrase-là, c'est parfait. On le remercie Oui. vraiment, sincèrement. Je suis grand convaincue plaisir. que les auditeurs, les gens qui t'écoutent, sont hyper inspirés. C'est sûr que ça réveille quelque chose en chacun qui écoute. On vous remercie d'avoir été là. On vous attend dans un autre épisode. Puis, Merci vraiment. Ouais, vous êtes vraiment fin. Ça me fait grand plaisir d'être là. Merci de m'avoir accueilli. Vraiment gentil. Merci. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.